Écoutez, je débute. Donc, bonjour à tous, merci pour votre présence ce soir. Donc, je m'appelle Jean-Charles Renaudin. Je travaille au sein de l'agence d'innovation et de prospection internationale Grand Innov Plus, où je suis chargé des sujets de cybersécurité et voilà, donc plus particulièrement en ce qui concerne aujourd'hui de coordonner encore avec Christophe Korn, qui en est l'animateur, la communauté de cybersécurité du Grand Est. Donc, nous allons être ensemble pendant 1 heure et demie. Je vous présente donc l'agenda de cette séquence. Je passerai la parole à Christophe pour qu'il vous dise quelques mots d'introduction. Ensuite, Isabelle Kuhn parlera du fonctionnement de la communauté. Un petit focus sur les différents projets, actions qui sont pilotés au niveau de la région, avec Franck Olivier qui interviendra sur le plan régional de cybersécurité, un petit point sur le diagnostic de cybersécurité, puis quelques mots très brièvement sur le campus cyber régional. J'interviendrai ensuite pour faire un point de situation sur le dispositif Grand Est cybersécurité, vous donner quelques infos sur la cybersécurité, plutôt d'agenda, sur ce qui pourrait se produire dans les prochains jours, prochains mois, dans le domaine de la cybersécurité sur notre territoire. On en viendra surtout au cœur aussi de cette séquence, qui est de partager avec vous les premières réflexions qui ont été conduites par cette communauté qui a pris naissance il y a 1 an et 1 jour. Voilà, on est à 1 an et 1 jour, et qui a bien grandi depuis, d'où l'intérêt de partager avec vous un certain nombre d'éléments, et puis de faire appel à votre contribution, à votre expérience. Voilà. Et enfin, on aura un petit temps d'échange avec la communauté. Voilà. Je passe la main à Christophe. Donc, Bonjour, merci Jean-Charles. voilà. Bonjour à tous. Donc Christophe Korn, je suis président exécutif et fondateur de Systentia, éditeur basé à Mulhouse. Alors c'est d'abord avec une grande joie que j'ai le plaisir avec Jean-Charles de vous retrouver après 1 an, comme l'a dit Jean-Charles. La journée d'aujourd'hui est importante parce que c'est aussi l'occasion de remercier la région pour sa dynamique. Je souligne, la région le fera peut-être, mais c'est encore mieux si c'est quelqu'un qui n'est pas de la région, que nous allons peut-être bientôt le seul territoire français à avoir coché les 3 cases des grands éléments de cybersécurité, d'un financement de diagnostic cyber, on en parlera, la partie réponse à incident, et puis peut-être demain, après-demain, un campus cyber régional. Donc, que des bonnes nouvelles. C'est un sujet qui est pris avec préoccupation et sérieux par la région. Donc, c'est une chance que nous avons pour nos territoires. Et puis, merci à Jean-Charles depuis 1 an de travailler avec autant de complicité, de transparence et d'efficacité. Donc, je voulais le souligner. Les 2 points que je voudrais évoquer avec vous, le premier, c'est que sur cette présentation, vous allez avoir un certain nombre d'informations données à la fois par la région, par Grand Innov. C'est un élément vraiment important pour vous. Vous êtes les premiers destinataires de ces informations-là. Donc, il est essentiel qu'il y ait une compréhension totale des dispositifs, des mécanismes, du vocabulaire, des fois, même si ça s'est considérablement simplifié. Et nous allons maintenant directement à l'essentiel, et c'est ça qui est important. Mais c'est fait pour vous. Donc, vous devez vous en emparer et le maîtriser pour ensuite être capable aussi de le porter aux ensembles présents sur nos territoires, que ce soit les entreprises, toute organisation, collectivité, association. Et puis le deuxième point, qui est un élément aussi clé pour notre présentation aujourd'hui, c'est l'élan. L'élan que nous voulons continuer à donner. Et pour cela, vous verrez, nous avons fait déjà beaucoup de choses importantes, de la formation, de la sensibilisation, mais aussi des éléments concrets. Nous verrons tout à l'heure un livre blanc, un projet de livre blanc qui est bien avancé avec Jocelyn de Declemcy, qui le pilote. Je dirais que c'est bien, c'est même peut-être très bien, mais au regard des enjeux qui nous attendent sur le sujet de la cyber, ça sera toujours très peu par rapport à ces enjeux. Donc, le point clé maintenant, c'est qu'il nous faut vraiment démultiplier. Nous avons vraiment besoin de chacun d'entre vous, chacune de vos structures, chacun individuellement, pour faire passer les messages qui sont les éléments essentiels pour notre territoire. Donc, c'est en synthèse le point qui va nous rassembler aujourd'hui, c'est
donnons du temps à cette région, à cette belle région pour être un exemple en termes de cyber et d'être encore plus efficace. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Merci beaucoup, Christophe. Je n'ai pas précisé, mais vous pouvez effectivement poser vos questions dans le chat et on aura un temps à la fin donc, pour échanger. Et voilà, s'il y a quelques interrogations, on peut peut-être y répondre au fil de l'eau ou les mettre dans le chat. Donc voilà, n'hésitez pas. Je vais désormais passer la main à Isabelle. Donc Isabelle Kuhn, qui est la directrice générale adjointe donc, de Grand Innov Plus. Voilà Isabelle, the floor is yours. Merci. Yes, thanks. Merci Jean-Charles. Bonjour à toutes et à tous. Je vois quelques femmes à l'écran. Et pour ceux qui me connaissent un peu, c'est un sujet qui m'est cher. Merci Christophe pour tes propos introductifs et également merci d'avoir accepté il y a un an d'être l'animateur industriel puisque c'était vraiment important pour nous que cette communauté soit animée par quelqu'un qui est du domaine de la cyber et qui apporte la légitimité en fait à tout ce qui se fait dans cette communauté. Comme l'a dit Christophe, cette communauté, ce webinaire est fait vraiment pour vous, pour tous les acteurs de la cyber. Et il est important effectivement que un certain nombre d'éléments soient bien connus de tous. La communauté a été initiée il y a un an. Depuis, nous avons également travailler autour de ce sujet des jets et notamment des communautés. Il nous paraissait important de repositionner quelques sujets avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, donc ce qui est en cours autour de la cybersécurité. Donc tu peux aller plus en avant sur ce premier sujet des jets. Le premier objectif, je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. Ouais, voilà, OK. Donc déjà la genèse, pour rappel, pour mémoire, le Business Act Grand Est et le point important que sont les 2 piliers. J'insiste vraiment dessus parce que, ils sont intimement liés. C'est une politique régionale qui couvre à la fois l'accompagnement des entreprises à travers un parcours et Franck vous en dira plus, un peu plus tard. Et de l'autre côté, les JET, donc les centres de ressources, qui sont vraiment destinés aux offreurs de solutions, les 2 étant connectés par différentes actions que nous évoquerons également plus loin. Et l'idée, c'est vraiment de créer ce circuit court entre la demande et l'offre et de nous assurer d'avoir l'offre qu'il faut justement toujours au meilleur niveau de l'état de l'art sur le territoire. Donc tu peux aller à la slide suivante, Jean-Charles. Ça y est. Ah ouais, mais ça met un certain temps pour monter chez moi. Donc, c'est celle qui résume globalement les centres de ressources et d'expertise. Je n'irai pas dans le détail de tous les éléments, mais ça vous permet vraiment d'avoir une photo récapitulative de ce qu'est le Grand Est Transformation, de ses missions, et j'en évoquerai 2 en particulier, celle qui est liée à la constitution des communautés et la deuxième qui est la contribution à la transformation des entreprises en lien avec le parcours. Et sur la droite de la slide, vous voyez les différentes thématiques qui sont couvertes dans les 3 jets animés par Grand Innov Plus, l'ensemble des jets trouvant à certains moments des croisements. Sur le premier pilier que je voulais évoquer avec vous et qui concerne vraiment le partage aujourd'hui, tu peux aller à la slide suivante, Jean-Charles. C'est celui qui concerne justement, il y a celui-là entre-temps. Donc, qui concerne cette fois-ci le périmètre des offreurs, puisqu'on parle beaucoup d'offreurs de solutions technologiques ou qui amènent des usages. Ce qu'il faut que vous ayez en tête, c'est que les jets concernent également ce qu'on appelle des opérateurs de modules transformants, donc qui interviennent notamment dans les diagnostics avancés. Je pense, Franck, que tu l'évoqueras en particulier. Et n'oublions pas également les acteurs académiques. Je ne vois pas exactement qui est autour du Teams, mais il y en a un certain nombre qui font partie de la communauté. Ils sont présents, parfait. Donc c'est vraiment, je dirais, c'est l'ensemble. On travaille pour chaque catégorie et on s'assure également de créer les bonnes connexions entre les différentes catégories d'offreurs.
tu veux bien la slide suivante. Je sais pas si c'est mon réseau à Colmar qui met énormément de temps. Je suis désolée. Dites-moi, parce que moi, ça bascule assez vite. Donc, est-ce que c'est bon pour vous? Là, normalement, on est sur l'animation des Oui, communautés, ce qu'est une oui, communauté. oui, oui, OK. oui. Donc, je voulais rappeler deux, trois choses sur cette notion de communauté d'offreurs, donc qui vise vraiment à rassembler l'ensemble des offreurs et des acteurs académiques autour d'un certain nombre de domaines stratégiques. Donc, les domaines sont vus, identifiés avec la région, mais sont également remontés dans un certain nombre de cas par des acteurs, par des fédérations métiers. Donc, c'est quelque chose qui évolue dans le temps. L'idée, c'est vraiment de soutenir l'innovation sur la thématique traitée pour avoir la bonne offre à l'instant T, mais également toujours en avance, donc pour être capable de répondre aux besoins des entreprises. On travaille vraiment sur une logique de chaîne de valeur également, c'est important. Quand on scanne l'offre sur un territoire, on pose une chaîne de valeur, ce qui nous permet vraiment de voir les forces dont nous disposons et éventuellement ce qu'on appelle des trous dans la raquette pour orienter également les actions pour combler ces trous dans la raquette. Ça peut être des trous en tant que tels ou des fois des domaines sur lesquels nous n'avons pas suffisamment d'offreurs par rapport à la demande des entreprises. Et donc, ça peut poser le sujet d'une part de l'innovation, orienter l'innovation dans les différentes entreprises, mais également le sujet de la croissance endogène ou de la croissance exogène. En termes de fonctionnement, ce que nous souhaitons, ce qui a été vu avec le collectif au moment où on a élaboré les jets, c'est que ce soit vraiment une communauté qui fonctionne à l'instar d'un think tank, où on est à la fois sur de la prospective, où va-t-on sur tel et tel sujet, mais la particularité, c'est que nous avons pour vocation à être également très concret, très pragmatique, et à identifier vos enjeux, vos besoins pour en ressortir des actions et élaborer des feuilles de route ou des plans stratégiques en fonction des orientations prises. Et on est vraiment, j'insiste là-dessus parce que c'est vrai que nous avons aussi appris de ces premières expérimentations, les premiers travaux au niveau des communautés. Le webinaire d'aujourd'hui n'est pas anodin pour nous parce que nous souhaitons vraiment que la communauté soit associée au sens large du terme à ces travaux. D'une part, en étant force de proposition sur les thématiques qui seraient à traiter et ensuite en étant associé aux différentes actions qui sont menées et vous le verrez plus loin dans le cadre du partage de ce qui a été amorcé aujourd'hui au niveau de la gouvernance de la communauté, donc cette fameuse équipe cœur. Qui est là pour bien piloter les actions, toujours dans cet objectif de servir les offreurs de solutions. Donc, une majorité d'experts en font partie, mais il y a également des acteurs académiques ou des opérateurs de formation pour se challenger et se nourrir et être capable de couvrir toutes les thématiques. Et cette communauté est à chaque fois animée par un animateur industriel, Grand Innov Plus étant un bras opérationnel. Nous sommes là pour vous aider, pour amener de la matière, pour mettre de l'huile dans les rouages s'il le faut, aller chercher des infos. Enfin voilà, donc nous sommes là pour vous aider. Il y a encore bon nombre de travaux en cours aujourd'hui pour affiner le fonctionnement d'une communauté, dont notamment le fait de travailler sur une charte, sur un manifeste qui va vraiment cadrer le fonctionnement. Donc, c'est quelque chose que nous proposons de co-construire, en particulier avec le président du JET, Thierry Menley, et également l'ensemble des animateurs industriels. Donc, voilà le cadre de la communauté des offreurs. Tu peux aller à la slide suivante, Jean-Charles. On passe au deuxième pilier qui est cette fois-ci vraiment en lien avec le parcours de transformation
des entreprises, hein. Donc, ce sont vraiment ces deux piliers. Là, c'était la communauté, c'est fait pour vous nourrir, vous aider à grandir, à vous développer. Et de l'autre côté, eh bien, nous avons un objectif hein, qui est vraiment l'objectif premier du Business Act, qui est d'accélérer la transformation des entreprises du territoire, donc à travers notamment ce parcours. Et le rôle du JET à ce niveau-là, eh bien, de construire un catalogue d'offreurs de solutions, donc qui vont pouvoir amener des solutions plutôt industrielles, hein. On n'est pas là dans des phases expérimentales, en tout cas pour l'heure. Notre focus a été vraiment de référencer des offreurs de solutions qui ont des solutions sur étagère, pour ainsi dire, et qui sont capables de répondre aux projets des entreprises. Donc, c'est vraiment ce deuxième pilier. Nous avons décrit de manière plus précise le processus aujourd'hui. Il est accessible. Ah, tu es coupée, Isabelle. Sur notre, Tu as été coupée, Isabelle. Pardon? Tu as été coupée, Isabelle. J'ai été coupée. Je ne sais Oui. pas à quel moment. Allez, il y a 2 phrases. Avec un processus qui est maintenant en route, que vous voyez sur le workflow en dessous, et qui est différent par rapport au fait d'intégrer une communauté, puisque pour rentrer dans le catalogue d'offreurs de solutions, eh bien, c'est un jury qui analyse la candidature et qui émet son avis. L'entrée dans une communauté est beaucoup plus large, beaucoup plus ouverte. Et dans la communauté, petit point que j'ai omis, on va bien sûr trouver des pure players, par exemple de la cyber, mais on peut trouver également des acteurs qui ne sont pas aujourd'hui des pure players de la cyber, mais qui ont besoin de faire de la cyber by design hein, dans leurs applications et donc qui vont venir aussi se nourrir dans la communauté. Tu peux aller à la slide suivante. Où normalement, il y a un certain nombre de chiffres hein, où on partage aujourd'hui le nombre d'offreurs cyber référencés. Donc, nous sommes à une trentaine d'offreurs avec une vision géographique. Hein, voilà, certains territoires, sur certains territoires, on trouve plus d'offreurs que d'autres. Alors, il y a des choses tout à fait cohérentes par rapport au poids économique des territoires entre eux, mais en même temps, ça nous interroge et ça nous amène à poser des réflexions par rapport à des territoires qui sont nettement moins couverts que d'autres. Et je pense que je dois avoir fait à peu près le tour, Jean-Charles. Alors, il reste le site. Oui, j'en ai parlé. Et effectivement, le nouveau site Grand Est Transformation, voilà, qui est en ligne. Sur lequel vous pouvez retrouver toutes les informations concernant le fonctionnement des jets et également des détails, des précisions jet par jet. Et vous retrouverez toute notre actualité en ligne également. Donc, je ne peux que vous encourager à y aller régulièrement et bien sûr à être connecté au fil LinkedIn du jet numérique. Voilà. Merci, Isabelle. Désolée pour les inconvénients en termes de communication. Merci Isabelle, pas de souci. Je te redonne la main, Jean-Charles. Merci. Je vais pour la transmettre à Franck Olivier qui va intervenir donc sur un certain nombre de sujets qui sont traités au niveau de la région et notamment on va commencer par le plan régional de cybersécurité. Merci, bonjour à tous. Tu peux passer directement à la slide d'après, puis on va y passer un moment, donc ça posera moins de soucis. Donc Franck Olivier, je suis chargé de mission numérique à la région. Alors c'est un gros challenge parce que 5 minutes là-dessus, c'est voilà. Je dis tout de suite, j'aurai pas le temps de tout dire, donc n'hésitez pas à revenir vers moi ou via Jean-Charles parce qu'il connaît bien aussi. Pour plus de réponses ou toute question. Donc, le plan régional de cybersécurité a été adopté en mars par la région. Clairement, l'idée que la région a posée et qui avait été déjà effectivement évoquée
évoqué en filigrane par Christophe, c'est d'essayer d'apporter vraiment une réponse globale sur cette menace qui est devenue pour nous, mais bon là, voilà, sur le constat, je pense que vous êtes tous bien au courant, systémique, qui touche tout le monde. Donc là, voilà, l'idée, c'est d'essayer d'avoir une approche qui puisse aussi concerner tout le monde et élargir un peu le scope qui auparavant était un peu focalisé sur les entreprises. On n'a pas révolutionné les choses en partant finalement d'un process de cybersécurisation avec des phases de prévention, de préparation à la crise, de gestion de crise elle-même et de post-crise. Donc en prévention sur des choses assez classiques de sensibilisation à la cybersécurité, à l'hygiène numérique notamment, puisqu'on a quand même la gestion des lycées, et notamment on équipe tous les lycéens en poste informatique, donc il me paraissait assez important d'en faire une cible privilégiée. La phase de préparation, c'est notamment la phase d'audit et de diag cybersécurité, mais voilà, je reviendrai dessus par la suite. Et effectivement, aider donc les entreprises, les acteurs publics et les associations à se préparer, à mettre en œuvre et à augmenter leur niveau de cybersécurité. Et puis se préparer à ce qui pour nous maintenant est devenu inévitable, c'est-à-dire la cyberattaque et potentiellement la gestion d'une crise si elle n'a pas été bien anticipée. Gestion de crise, là encore, je vais aller assez vite puisque Jean-Charles pourra détailler beaucoup plus profondément le Grand Est cybersécurité qui pour nous est au cœur de ce volet de gestion de crise, qui est donc le CSIRT régional qui a été mis en place grâce et à l'initiative de l'ANSSI qui a sollicité les régions à ce titre-là. Dans le post-traitement, il y a une grosse partie aussi qui dépend du fonctionnement et des missions du Grand Est cybersécurité. Donc là encore, je pense que j'irai pas forcément très loin sur la manière dont c'est fait. Ce qu'il faut se dire effectivement, c'est que globalement, on essaye d'avoir une réponse cohérente et sur sur tout le cycle de vie, on va dire, d'une entreprise par rapport à sa cybersécurité. Peut-être deux volets. Alors, ce qu'on appelle des volets capacitants, c'est un peu des volets transverses à tout ce domaine-là. Le premier, on l'a déjà évoqué, c'est le développement de la filière régionale cyber, donc en gros, vous. Donc là, clairement, on est sur la question et la gestion de la communauté cyber au travers du JET. Je pense que là-dessus, Isabelle a été très explicite sur la manière dont la région finalement envisageait les choses, c'est-à-dire le constat global d'une structuration assez insuffisante par rapport à d'autres, notamment par rapport à d'autres régions, de notre filière numérique en général et puis d'un certain nombre de communautés au sein de cette filière numérique en particulier. Et donc le souhait d'aider à structurer, d'aider à monter en compétences, d'aider à monter aussi et à partir, y compris sur des volets d'internationalisation, mais d'avoir une approche collective, peut-être un peu plus collective qu'on l'avait jusqu'à présent, de la filière. L'idée pour nous, c'est de dire on accompagne, on a un besoin d'accompagner nos entreprises, mais on est aussi très conscient que la cybersécurité, c'est un marché qui explose beaucoup et on trouverait ça, enfin dommage et plus que dommage, que les acteurs du Grand Est n'arrivent pas à prendre leur part de cette dynamique qui est quand même assez forte. Et donc là-dessus, on vous retrouverait des choses, c'est-à-dire la question des différents, c'est-à-dire des offreurs de solutions, alors le COSA, les offreurs qui interviennent, nous, dans nos process d'accompagnement, la question de l'innovation et de la R&D en matière de cybersécurité. Et puis, ça a été évoqué très rapidement par Isabelle, le fait qu'on attend aussi de la filière cyber qu'elle puisse nous aider, de par son expertise, sur la décision publique. C'est-à-dire que vraiment, on puisse se reposer sur la communauté pour nous aider à prendre des décisions, justement, en matière de politique publique. L'autre point, l'autre partie un peu transverse de ce plan régional, c'est la question des compétences cyber. Je pense que tout le monde ici est assez conscient des difficultés à obtenir les compétences dont on a besoin par un marché du travail qui est difficile, par
une offre de formation qui est parfois pas forcément en adéquation avec les besoins, qui est visiblement en termes de quantitatif aussi en dessous de nos besoins, puisqu'on voit bien, on voit qu'il y a déjà un déficit du nombre, voilà, du nombre d'experts. Il nous manque a priori entre 300 et 500 postes actuellement, et c'est une évaluation qui a priori, alors déjà, est en amont des efforts qu'on fait pour déployer la cybersécurité, donc on pense que ça ne va faire que grossir. Et puis, on est une région qui est très centrifuge en matière de compétences cyber, puisque on a des marchés du travail et de l'emploi cyber, qu'il s'agisse de l'Île-de-France, du Luxembourg, des Länder allemands ou de la Suisse, qui a quand même vocation à attirer beaucoup notamment de nos jeunes diplômés. Donc c'est un vrai sujet sur lequel la région est clairement focalisée. On travaille beaucoup cette année, alors indirectement sur la région à l'aide de Grand Innov sur un certain nombre d'études pour arriver à affiner les besoins. Et là-dessus, on fait aussi appel à la communauté cyber pour être capable effectivement de nous ramener des besoins assez fins pour être capable de projeter et d'aller voir à la fois nos offreurs de formation pour leur dire il y a peut-être des choses à faire, à la fois pour orienter, on est quand même aussi un gros financeur de la formation, alors de la formation continue des demandeurs d'emploi certes, mais ça reste quand même il y a un effet de levier assez important, de travailler aussi sur l'attractivité des métiers cyber. On sait que ce soit autour des populations jeunes en général, autour des populations féminines. Isabelle l'a précisé en disant qu'elle était contente de voir quelques têtes. C'est pas normal qu'elle soit contente de voir quelques têtes, puisque normalement, ça devrait être systématique et on ne devrait pas avoir à se poser la question. La question de la reconversion d'un certain nombre de populations sur ces métiers qui sont quand même clairement des métiers porteurs. Voilà, on essaye aussi de travailler sur cette phase-là. Et puis, finalement, le dernier point, puis je reviendrai un peu après dessus, le fait de se dire, et ça a été acté, qu'on doit développer un campus cyber Grand Est, puisque la région souhaite que la mise en œuvre de ce plan régional se fasse finalement dans le cadre d'un campus cyber qui aura vocation à être très collectif, très fédérateur, partenarial, et donc puisse associer tout l'écosystème régional. Voilà, tracer très rapidement le plan régional. Je propose peut-être de passer sur la partie DIAG. Oui. Voilà, tu peux passer directement à la slide d'après. J'y suis. Oui, effectivement, ça a du mal à s'afficher aussi chez moi. C'est pas grave. Voilà. Donc le module de cybersécurité, Isabelle l'a précisé, donc on a mis en place un parcours d'accompagnement régional avec finalement une phase de diagnostic 360 qui permet finalement à l'entreprise d'identifier un petit peu ses opportunités ou ses besoins en termes de développement ou de risques en ce qui concerne la cybersécurité, mais surtout de pouvoir catégoriser et prioriser en fait finalement les différents besoins qu'elle peut avoir et de l'envoyer derrière vers ce qu'on appelle donc des modules spécialisés, c'est-à-dire un endroit où on va avoir un diagnostic assez poussé pour finalement identifier quels peuvent être un plan d'action, quelles peuvent être les mesures à prendre pour évoluer. En l'occurrence, sur la cybersécurité, donc on a un dispositif alors qui est assez particulier puisque, comme je l'avais dit avant, et comme vous le voyez, il est ouvert finalement à un ensemble de cibles très très large puisque finalement, c'est toutes les entreprises de la région, c'est tous les acteurs publics et toutes les associations. Là où effectivement, ce n'est pas un critère qui est défini comme tel, mais qui est évident, c'est-à-dire qu'on parle quand même de structures qui ont un système d'information structuré, sinon le diagnostic paraît pas forcément plus pertinent, ou en tout cas, vu sa lourdeur et son poids, c'est pas très pertinent. Les objectifs, donc effectivement, d'élever évidemment le niveau de cybersécurité et de sécurité de l'entreprise ou de l'organisation, d'identifier les failles. Bon, ça, voilà, autant il y a des moments où j'ai besoin de rassurer les gens en disant que c'est normal qu'il y ait des failles. Enfin, c'est normal. En tout cas, on en trouve toujours. Je pense que le panel ici permet d'aller un peu plus loin. Et puis, donc, effectivement, d'élaborer, évidemment, entre l'entreprise et le prestataire qui mène, un plan d'action. Et que ce plan d'action est finalement tout le diagnostic. On l'adapte au niveau de cybermaturité de l'entreprise pour aller un peu plus vite et être beaucoup plus focus sur le plan d'action lui-même. Tu peux passer. Concrètement,
Le diagnostic, on a fait élaborer les outils et la méthodologie, la région les a fait élaborer, notamment par Gantinov sur la base d'un benchmark qui a été fait et notamment des diagnostics qui sont menés dans le cadre de France 2030 auprès des collectivités. Et on est passé par un référencement de prestataires qui a eu lieu l'année dernière pour référencer 25 prestataires pour l'instant. Et donc, ces prestataires sont chargés de la mise en œuvre de ce diagnostic. Et en gros, maîtrisant la méthodologie et l'outil, on estime qu'un diagnostic peut être mené sur à peu près 10 jours. Et donc, en fait, on impose un plafonnement de la prestation de devis à 10 000 euros. La région prend en charge 50% de ce montant. Ce qui permet voilà, d'aboutir finalement à un diagnostic de l'ordre de maximum 5 000 euros pour toute entreprise / acteur public / association qui souhaiterait le mener. Un point important, c'est qu'effectivement, on collecte de l'information. Maintenant, c'est systématique dans tous nos modules. Il s'avère que là, elle est anonymisée puisque c'est quand même assez sensible. Pourquoi est-ce qu'on collecte de la donnée? On a besoin de collecter de la donnée à 2 niveaux. D'une part, pour vraiment évaluer précisément ce qui se passe dans la région en termes de cybersécurité, parce qu'en fait, la production de données, elle n'est pas si évidente que ça, et donc là, c'est quand même assez précieux. Et puis, évidemment, pour le suivi de nos prestations et l'efficience du dispositif lui-même, on a un petit peu besoin de savoir qu'est-ce qui se passe derrière. Pourquoi est-ce que ce diagnostic-là, on l'a mené? Bon, là, je ne vous apprends rien, hein, le besoin, il est universel. Il est encore clairement beaucoup ignoré, hein, là on ne le cache pas, il y a encore beaucoup de travail auprès d'un certain nombre de partenaires de se dire comment est-ce que je dois démarrer, etc., mais qui ne voient pas. Ce qui nous a intéressé aussi dans les propositions qui nous ont été faites, c'est le fait d'avoir à la fois l'approche organisationnelle et technique sur les 10 jours. Le prestataire étant évidemment, il adapte un peu les audits à sa cible et à sa clientèle. Le fait qu'on ait au final référencé beaucoup de prestataires régionaux, et pour nous c'est important puisqu'on sait clairement que les entreprises, il y a un critère de confiance qui est très important en matière de cybersécurité, et que ce critère de confiance, il repose aussi pour beaucoup sur une relation de proximité. C'est assez rassurant. Et puis un dernier point assez particulier, et ce qui n'est pas le cas dans tous les dispositifs régionaux, la prospection est réalisée par les prestataires. Je dois vous avouer que c'est un canal qui est très pratique pour nous, qui est très efficace. Voilà, des consultants, des prestataires sont plus efficaces qu'une collectivité publique pour arriver à communiquer et finalement à commercialiser un dispositif. Le Diag 360 dont je parlais avant, finalement, devient un canal supplémentaire mais en gros, on a une bonne dynamique, hein. On est passé là, et encore le 75, je pense que depuis novembre 2022, de mémoire, on doit plutôt être à 85, si j'ai bien vu les chiffres d'hier. Donc, on a une bonne dynamique qui se met en place, sachant que l'objectif est de 600 diagnostics d'ici 2025. Donc, voilà, on est sur un bon trend et je pense qu'on répond à un besoin. Au 3 juillet, donc quelques chiffres que vous pouvez voir sur le nombre qui a été mené. Oui, pardon, voilà, 87. Nous, ce qui nous intéresse, alors d'une part, on arrive à couvrir tous les départements, même si évidemment certains départements sont un peu moins couverts en volume. Mais effectivement, de voir, alors comme ça a été dit par Isabelle avant, hein, c'est évidemment proportionné à l'activité, on va dire à la fois économique, surtout économique, hein, parce que sur les 87, c'est très majoritairement des entreprises. Mais on voit aussi un effet avec une dynamique de certains prestataires qui, visiblement, localement, ont bien réussi et donc font remonter certains départements dans les chiffres. Voilà, l'idée, c'est de poursuivre. On espère que ça se développe encore plus avec l'ouverture qu'on vient de faire donc à l'ensemble des acteurs, quasiment à tous les opérateurs et tous les acteurs de la région. Voilà, on est aussi c'est un besoin fort, enfin voilà, clairement on le sent. Et puis on va pouvoir procéder aux premières finalement analyses, puisqu'on commence à voir les premiers qui sont délivrés, donc voir un petit peu concrètement qu'est-ce que ça sort en termes de plan d'action. Est-ce qu'il y a d'autres éléments sur le truc? Je ne pense pas sur le diag. Et alors là très clairement, je m'en excuse par avance. Je vais vous faire un petit point, mais alors qui est de l'officiel officieux. Sur le campus cyber, puisque il y a un certain nombre d'orientations qui ont commencé à être définies, mais j'attends la validation de mon président pour pouvoir en communiquer officiellement.
Donc, ce que je vais vous dire, voilà, ça a été travaillé, c'est partagé par beaucoup de personnes, mais voilà, c'est encore du non officiel. J'espère que ça le sera. Si j'ai de la chance, c'est demain et dommage pour vous, et sinon, ce le sera probablement la semaine prochaine. Donc, ce qu'on a dit, campus cyber régional, l'idée qui est proposée, faisant le constat que finalement, on n'a pas un territoire dans la région qui est une locomotive incontestable, incontestée de tous en matière de cybersécurité, c'est-à-dire qui, en gros, pourrait être le phare, le totem de la région, alors que finalement, on voit bien qu'on a des écosystèmes territoriaux qui sont finalement, qui ont certains points forts et d'autres plus faibles. Bref, il n'y a pas de centre de la région qui se dégage. On a une deuxième problématique qui est que sur une offre de service assez classique d'un campus cyber, c'est-à-dire qu'il doit interagir sur 4 piliers qui sont la formation, l'innovation, l'animation de communauté et j'ai plus le quatrième en tête, mais voilà. En gros, on a des services qui doivent être des services de proximité et d'autres dont la masse critique, en gros, n'est pas inférieure au niveau régional. Si on commence à parler de R&D en termes de cybersécurité, on n'a pas un nombre d'acteurs suffisant pour descendre en dessous du niveau régional. Donc, l'idée, c'est plutôt d'intervenir sur un double niveau à 2 échelles. Un réseau de pôles territoriaux qui maillerait la région, probablement au niveau des agglos et des métropoles de la région, puisque sur la cybersécurité, ce sera difficile de descendre plus bas. Et puis finalement une équipe régionale sans lieu spécifique, mais qui serait plutôt sur la gouvernance, la coordination, les questions de financement. Mais voilà, on part là-dessus. Donc, dans cette hypothèse-là, si elle est retenue, l'idée, évidemment, c'est de procéder à un AMI. Donc, à l'AMI, d'abord, de créer une association qui serait dédiée justement à la gestion du campus cyber dans sa globalité, dans la globalité régionale, et puis qui lancerait un AMI très certainement avant la fin de l'année, finalement auprès des territoires et des écosystèmes territoriaux pour leur dire, voilà un cahier des charges minimum, vous pouvez aller plus loin, vous structurez-vous. Clairement, cet AMI, ce qui est à peu près garanti, c'est que on attendra une seule réponse par territoire. Et donc vraiment, l'idée, c'est qu'il y ait des collectifs qui viennent vers nous en nous disant, voilà, on répond au cahier des charges de base. On peut proposer des choses en plus. Notamment, on serait plus que satisfait d'avoir des spécialisations de chacun de ces pôles d'excellence territoriaux qui se mettent en place pour que finalement, au niveau régional, on puisse, par le partage, par la mise en réseau, avoir 5-6 spécialisations assez fortes qui puissent nous permettre finalement de faire travailler tout le monde. Voilà. Pour l'instant, on est un petit peu sur ces grandes orientations-là. Voilà. Ce qui est sûr, c'est que dès que j'ai validation, de toute façon, il est prévu de soumettre ces orientations à l'ensemble de la communauté cyber, donc évidemment à vous. Donc en gros, ça passera par mail pour être très méchant en vous demandant évidemment de pouvoir réagir dans les jours qui suivent pour qu'on puisse mettre ça en place, puisque évidemment, ça doit être voté il faut que le projet soit validé par nos élus et puis qu'on fasse un dossier de candidature au campus cyber national et donc tout ça à la rentrée ou à la rentrée, si on va dire sur septembre-octobre, éventuellement novembre. Voilà, l'idée étant clairement de pouvoir lancer officiellement la structure et peut-être, et on espère bien, avoir peut-être 1 ou 2 pôles sur le premier trimestre 2024. Voilà, pour essayer d'être... Merci Franck pour ces points. Donc, je rappelle les 4 piliers du campus cyber, oui. C'est les opérations au sens large avec la stratégie, opération. Le deuxième qui est sensibilisation et formation dans un même pilier, un troisième qui est celui de l'innovation et un quatrième qui est celui du faire savoir, rayonnement, communication. Mais on y reviendra parce que c'est un peu structurant quand même ces 4 piliers pour notre famille cybersécurité. Donc j'arrive, je vous fais un petit point sur le dispositif Grand Est Cybersécurité. Donc dispositif qui est opérationnel depuis 20 semaines maintenant. Alors, ce que je peux vous dire sur ce dispositif, c'est que il couvre vraiment tout le spectre de nos bénéficiaires du territoire. Alors, les chiffres qui sont affichés là, ils sont assez évocateurs. Il y en a qui est un petit peu trompeur quand même. C'est celui des ETI. En vérité, il n'y a pas 62 ETI, mais il y a une ETI qui a fait candidater et qui a sollicité chacune de ces entités auprès du CISERT. Voilà. Donc, le chiffre des ETI est peut-être un peu forcé. Voilà, mais sinon, on est bien sur une représentation à la fois de tous nos bénéficiaires
et de tout le territoire. Je crois qu'il y a que 2 départements et c'est à peu près les mêmes que ceux qu'on retrouve d'ailleurs dans le diagnostic. C'est intéressant. Je crois que c'est la Haute-Marne et la Meuse qui nous avaient pas sollicités, hein. Voilà, une quinzaine de cyberincidents, donc bon an, mal an, un petit 12% de cyberincidents détectés, beaucoup de demandes d'informations et puis des demandes de scan de vulnérabilité. Donc c'est un service qui est offert par le CERT-FR de l'ANSSI. Voilà, donc qui apporte finalement une plus-value en termes de prévention des incidents. Aujourd'hui, on est à 4 dépôts de plainte identifiés. C'est pas toujours simple de savoir après coup si les gens ont finalisé la plainte. On travaille là-dessus en revenant vers les gens qui nous ont sollicités. Il y a peut-être une première demande d'accompagnement cette semaine qui est en cours. J'attends confirmation, mais on a vraiment fait pour la première fois un transfert aujourd'hui, hier plus exactement, pardon, vers un prestataire de réponse. Eh ben, prestataires de réponse, on a 18 prestataires de réponse à incidents référencés. On en aura peut-être d'autres, mais aujourd'hui, c'est déjà bien d'avoir cet effectif-là. J'y reviendrai après pour d'autres sujets à suivre. Et puis, il y a tout un travail de sensibilisation, information à faire, dans lequel on s'implique et dans lequel les offreurs, vous impliquez, ceux qui sont référencés, et même les autres d'ailleurs, et je vous en remercie parce que, comme vous allez le voir sur la diapo suivante, il y a un bel enjeu quand même à relever, hein. Donc les 18 prestataires, ils sont affichés sur cette diapositive. J'espère que j'en ai pas oublié. Voilà, donc n'hésitez pas si j'en ai oublié un dans le lot. On est en train de travailler avec les prestataires. Nous avons eu la première réunion du collège des prestataires du CISERT la semaine dernière. Nous avons fait un point un petit peu plus élargi sur l'activité et nous avons abordé le sujet de la prise en compte des cyberincidents en dehors des heures ouvrées, en s'appuyant notamment sur les structures, les offreurs, ceux qui parmi vous ont des dispositifs de réponse H24, 7 jours sur 7, voilà, de façon à proposer à un des bénéficiaires du territoire qui serait vraiment face à une situation grave, une intervention, même la nuit, le week-end ou les jours fériés. Alors, vous voyez, j'ai tenu à vous montrer les chiffres que l'on trouve statistiques, hein, en cherchant à la fois sur les sites de la préfecture, sur l'INC, et ça vous donne une bonne idée quand même de l'ordre de grandeur, hein. 30 000 PME sur le territoire. Il y en a vraiment des tout petites qui en principe n'entrent pas dans notre périmètre, qui sont vraiment des... Voilà. 356 ETI, beaucoup de communautés de communes, des communes, normalement on traite que les communes de plus de 1500 habitants, mais en fait on retrouve les communes dans les collectivités, dans les communautés de communes, 149 EPCI, puis 110 000 associations. Alors, ces associations, elles n'ont pas toutes des systèmes d'information et des salariés. Donc, mais c'est pour vous donner un petit peu un ordre de grandeur sur le défi à relever et tous les gens à sensibiliser sur le dispositif en place. Et donc, on est en train de travailler justement sur un plan de communication avec le service de com de la région et de l'agence pour essayer de toucher un public plus large en s'appuyant sur tous les bras de levier, les réseaux que l'on peut utiliser et sans doute en faisant appel à vous, comme c'est déjà le cas, et comme c'est le cas aussi avec les forces de sécurité, notamment avec la gendarmerie, où il y a déjà des beaux travaux de sensibilisation qui se mettent en place un peu partout sur le territoire, et ça c'est vraiment, vraiment important. Et on a une belle dynamique aussi de relationnel et complémentaire avec les différents acteurs nationaux de la réponse aux cyberattaques. Je peux vous dire que ces derniers temps, on a quasiment des contacts toutes les semaines avec le CERT-FR sur des sujets particuliers, des alertes sur des points que l'on relève. C'est le cas aussi avec des CERT sectoriels parce que certaines structures sont par exemple du domaine de la santé, font appel à nos services. Parfois, ils sont dans la zone grise où elles ne dépendent pas formellement du CERT sectoriel et un peu de nous. Donc, voilà, donc on interagit bien et c'est pareil avec les CERT régionaux. Donc, c'est une belle dynamique qui continue de se mettre en place, un petit peu à l'instar de notre communauté. Il y a encore des process à éprouver. Voilà. Un petit point sur l'agenda de cybersécurité, c'est-à-dire les jours et mois à venir. Voilà. Donc Franck a parlé tout à l'heure du lancement de l'AMI qui pourrait se faire autour de septembre, après, une fois que ce sera passé devant les élus, évidemment. Un petit point d'attention sur le mois d'octobre, hein. Vous savez tous que le mois d'octobre, traditionnellement, c'est un mois dédié à la cybersécurité, c'est le cybermois.
où on aura pas mal d'actions à mener. Donc, il y a un cybermois qui aujourd'hui désormais est piloté par Cybermalveillance et pour s'assurer qu'un certain nombre d'actions, identifier un petit peu toutes les actions qu'il y a sur le territoire et mettre une étiquette plus forte avec tous les acteurs institutionnels. On a au niveau de notre région, on a le Biz and Buzz qui aura lieu du 10 au 12 octobre et au cours duquel on mènera une action spécifique qu'on est en train de travailler en relation étroite avec la région. Et on pense qu'il serait bien, justement, que ça pourrait être une opportunité de mener une des actions, justement, en mettant en évidence la communauté cybersécurité. Le 23 octobre auront lieu les deuxièmes assises du droit et de la cybersécurité à Nancy. Les premières avaient eu lieu il y a un an, il me semble le 4 juillet, à Nancy, au Centre Prouvé. Donc, c'est une dynamique à la fois entre une chaire de sécurité juridique sur la sécurité et les experts de la cybersécurité de Nancy, le Lauréat notamment, et l'Université de Lorraine, voilà, hein, où il y a toute une journée consacrée à des sujets transverses, très intéressants, le 23 octobre. Le 7 novembre, au Forum du Rhin supérieur, qui est un événement qui doit en être à sa 16e ou 17e édition, piloté par la réserve de gendarmerie, autour des cybermenaces, donc à Strasbourg, et où il y aura un focus cybersécurité, notamment on parlera de Grand Est cybersécurité. Du 21 au 23 novembre aussi, également, European Cyber Week organisé à Rennes, où là aussi on est sollicité pour intervenir dans le cadre d'une table ronde sur le sujet, mais ça vous intéresse aussi parce qu'il y a aussi des offreurs qui sont présents sur ces salons, des offreurs du territoire qui ont l'habitude d'être là-bas. Alors, European Cyber Week, il y a un petit côté régalien derrière, c'est-à-dire on trouve à nouveau les institutionnels, notamment la défense qui est très fortement présente. Donc, il y a des sujets défense, mais pas que, mais donc des choses qui pourraient vous intéresser. En 2024, on a un sujet qui est important pour nous, qui est celui de la mise en œuvre officiellement de la directive NIS 2, qui va, on pourrait dire durcir, mais je dirais plutôt, moi, qui va structurer, poser un certain nombre d'exigences en matière de cybersécurité et, quelque part, forcer à une meilleure prise en compte du risque cyber. Alors, ça peut être vu comme, encore une fois, ça peut être vu comme le verre à moitié vide. Pour moi, c'est le verre plutôt à moitié plein. C'est-à-dire, on commence à faire prendre conscience à certaines structures qu'il faut vraiment intégrer le risque cyber. Et la directive NIS 2 va nous obliger, nous, va imposer aux utilisateurs un certain nombre de règles de cybersécurité. Il y a tout un travail qui est en cours aujourd'hui au niveau étatique et avec les différentes fédérations de cybersécurité pour transformer cette directive NIS 2 dans le droit. Et on y reviendra parce qu'on a l'idée d'une action de sensibilisation, d'information de la communauté sur ce sujet-là, en s'appuyant sur quelques experts du territoire. Voilà. Il y a, j'ouvre sur le forum InCyber Europe, donc c'est ce que vous connaissez comme appelé, avant appelé FIC, Forum International de Cybersécurité à Lille, donc qui devrait changer de nom pour s'appeler InCyber Forum Europe. Voilà. Et le thème de l'édition 2024, c'est l'intelligence artificielle. Voilà. Donc, j'en ai terminé pour ce petit temps d'échange et d'information. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu, comme je vous l'ai dit, dans la partie un petit peu effort et vis-à-vis de la communauté de cybersécurité, celui de l'élaboration de la première feuille de route et des premières actions que nous avons travaillées. Donc, un petit rappel sur des choses qui ont été dites. Hein. Tout ça, ça s'appuie sur un cadre général, un référentiel, une vision régionale qui a déjà été bien décortiquée par Franck. Donc, simplement, à titre de rappel, voilà, on avait Business Act 1 et 2. Isabelle en a parlé aussi tout à l'heure. Et puis, le plan régional de cybersécurité que Franck nous a posé. Donc ça pose le cadre un petit peu de notre action parce que, effectivement, il faut qu'on soit cohérent avec toute cette démarche globale et collective régionale. Donc, derrière, je vous fais un petit focus sur l'équipe cœur donc, de la communauté de cybersécurité. Donc, vous connaissez Christophe Korn puisqu'il est intervenu, voilà, qui est l'animateur. Et vous avez présent sur cette diapositive les membres de cette communauté, de cette équipe cœur, pardon, hein, membres qui se sont portés volontaires lors de la première séance et puis certains que
nous sommes allés solliciter pour avoir une bonne représentation du territoire. Voilà, mais vous avez les acteurs qui ont accepté, en tout cas, soit qui ont été volontaires, soit qui ont accepté de nous rejoindre pour constituer cette équipe cœur. Et comme l'a dit Isabelle, eh bien, on réfléchit à la construction de cette communauté et sans doute qu'il faudra aussi qu'il y ait un petit turnover dans la communauté pour la faire vivre, comme d'ailleurs chaque entreprise vivre, comme certaines personnes quittent des entreprises, voilà, mais on peut faire tourner ça pour qu'on se soit le plus représentatif de notre communauté du territoire. Voilà, donc là, on est sur la présentation de cette équipe cœur. Christophe, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose sur cette équipe cœur. Non, elle est très dynamique et on va le voir juste après sur ce qui a déjà été fait. Et puis, je pense, je le souligne de temps en temps, il y a une très belle complicité, une très belle convivialité entre les membres. Donc, c'est aussi important pour travailler ensemble et au service de ce territoire. Merci Christophe, oui, c'est tout à fait juste. Mais ça nous fait rentrer dans le vif du sujet. Donc, je vais laisser la parole à Jocelyn. S'il est là, alors j'ai pas vu s'il était là, Jocelyn. Donc, est-ce que Jocelyn, tu es présent? Si tu es présent, je te laisse prendre la parole. Sinon, je le ferai à ta place ou Christophe, si tu le souhaites. Comme tu veux, Jean-Charles, je l'ai juste avant qu'on arrive sur cette slide, j'ai jeté un œil, je ne le vois pas. Alors, on est sur la première action. Je peux faire un petit peu l'introduction, puis tu compléteras comme ça. On est sur la première action qu'on a identifiée. Vous voyez apparaître en haut un opération. On s'est tout simplement structuré autour des 4 piliers du fédérateur de la communauté de cybersécurité. Donc, c'est le pilier 1, opération, pilier 2, sensibilisation, formation, pilier 3, innovation, pilier 4, mobilisation, communication. Voilà. Donc, c'est parmi les différentes actions qu'on a identifiées au départ. Là, je précise que ces actions, elles ne sont pas nées par hasard, parce que si vous vous souvenez bien, pour les premiers qui étaient présents lors de la première séquence, il y a un an, on avait fait il y avait eu un grand klaxon avec un questionnaire et un certain nombre de points qui avaient été mis en évidence, et on s'était appuyé sur ces différents sujets pour structurer notre travail initial, et ensuite chacun des membres de l'équipe cœur est intervenu pour proposer des actions un petit peu plus concrètes. Donc il s'agit pour cette action 11 de la réalisation d'un guide livre blanc concernant la sécurisation des installations industrielles, avec notamment une attention particulière sur le sujet de l'Internet des objets. Voilà. Donc vous voyez apparaître à chaque fois les membres de l'équipe cœur qui en sont membres, qui ont contribué aux premières réflexions, et quand c'est le cas, surligner celui qui pilote cette action. Voilà. Est-ce que tu veux, comme tu en fais partie, Christophe, je vais peut-être te laisser poursuivre sur cette action. Oui, alors non, l'essentiel est dit, et c'est ce qui est important par rapport au groupe de travail GT Cœur et à cette animation, c'est de faire du concret et d'être dans l'opérationnalité des choses. Sinon, ça reste un peu inefficace. Donc là, c'est vraiment un bel exemple. On s'est aussi appuyé sur des comparables, des livres blancs qui ont été faits dans, pas ce domaine-là, mais dans d'autres, notamment sur la 5G, pour essayer d'avoir un guide opérationnel pour les industriels, pour notre territoire, qui sont confrontés à la sécurisation de leur système industriel. Aujourd'hui, sur la partie IT, beaucoup de choses ont été déjà évoquées, présentées par les uns et les autres, par les entreprises. Le sujet industriel est un vrai sujet très peu encore adressé et qui nous concerne un peu plus sur notre territoire où on a une forte emprise industrielle. Donc c'est un point fort. Et puis une réflexion de le traduire en allemand et en anglais pour s'internationaliser aussi et être juste à côté de nos frontières en contact étroit. Merci Christophe. La deuxième action, qui est une action qui n'est pas encore initiée, mais que l'on a identifiée. Donc, vous voyez donc dans le domaine de la sensibilisation et de la formation, c'est comme ça a été souligné à la fois par Isabelle et par Franck au travers du plan régional de cybersécurité. On se rend bien compte que le point clé,
pour notre communauté, c'est le sujet des compétences. C'est là où on a le défi incontestablement le plus fort à relever. On a des utilisateurs qui ont des besoins, on a des offreurs qui sont bien volontaires, et aujourd'hui, le principal frein, c'est la ressource humaine pour répondre à ce besoin-là. Ça vaut pour les utilisateurs, ça vaut également pour l'innovation, pour le développement d'un certain nombre de solutions. Alors, si les différents points sont pas remplis, c'est pas une erreur, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, cette action n'est pas encore initiée, elle est identifiée. On a un certain nombre de travaux qui sont en cours, d'études qui ont été pilotées par la région. On pourrait citer par exemple l'étude qui a été menée au travers de l'initiative Forcy autour de Nancy, où on obtiendra un certain nombre de résultats. Et il y a tout un travail de structuration initiale qui doit être fait à la fois entre la région et Grand Innov Plus pour poser le socle qui nous permettra de mieux piloter cette action. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a d'abord ce premier travail de cartographie des actions de formation, des acteurs de la formation. Vous avez été sollicité pour certains d'entre vous, et je vous en remercie parce que je sais que vous avez été nombreux à répondre au sujet d'une enquête sur vos besoins en expertise en cybersécurité, en collecte qui a été déclenchée par Numéum. Et tout ça nous permet d'affiner à la fois l'existant, le besoin, et l'idée derrière, c'est de faire converger tout ça. Donc toutes les études qui sont en cours, qui vont nous permettre de bien structurer cette action que l'on espère démarrer en 2024. Donc, vous voyez, on vous prévient, mais vous pouvez déjà, si vous souhaitez être associé à cette action, vous faire connaître. Voilà. Est-ce que, Christophe, tu veux compléter mon propos? Non, tout est dit, c'est un élément clé, on le sait, et c'est vraiment un point majeur. Donc, une deuxième action dans le domaine de la sensibilisation et de la formation, concernant l'acculturation des dirigeants et des élus. Voilà, Damien, si tu es présent, je te laisse la parole. Je crois que je t'ai vu, Damien. Oui, je suis présent. Voilà. Mais la slide, voilà, ça y est, la slide est affichée. Oui, c'est dans la continuité de ce que tu viens d'évoquer, Jean-Charles, la structuration de filières de formation en cybersécurité. Là, c'est plutôt l'acculturation des dirigeants, des élus, pour qu'ensuite, ils puissent avoir un bon socle de connaissances et qu'ils puissent diffuser cette ambition de cybersécurité auprès d'autres personnes. T'es perdu, Damien. Oui, excuse-moi. Oui, c'est bon. Ouais. Donc, essayer de pouvoir ensuite que ces élus puissent diffuser l'information et la sensibilisation auprès d'autres personnalités, de dirigeants de la région, voire même, on a pensé dans la réunion de travail que nous avons eu ensemble avec le groupe qui est mentionné ici, ça pouvait aussi s'adresser aux maires, à des collectivités, et aux responsables de département. On peut cibler très large. C'est quelque chose qui devrait être fait en corrélation avec la région, parce que la région elle-même a des actions dans ce domaine-là. Donc la première réunion a eu lieu la semaine dernière. On a fixé un petit peu le cadre de travail. Le reste continuera après les vacances courant septembre. Et comme l'a dit Christophe ou Jean-Charles tout à l'heure, appel à contribution. Bien sûr, il y a un groupe de travail qui est déjà existant. Si d'autres se sentent le cœur pour venir nous rejoindre et apporter leur pierre à l'édifice, c'est avec grand plaisir qu'on les accueillera. Et dans ces cas-là, me contacter et je ferai le nécessaire. Merci, Damien. Christophe, tu veux compléter ou... Non, c'est très bien, tout est dit aussi. Alors, on n'a pas d'action sur l'innovation pour l'instant. On en avait une que l'on avait imaginée et qu'on a dû abandonner faute on va dire, de réussir à trouver un terrain d'entente. Voilà. Et puis, dans tous les cas, on sait que le dispositif Campus Cyber devrait répondre davantage et sans doute de façon plus structurée à ce sujet. En tout cas, c'est un sujet qui sera important et étroitement lié aussi à la question des compétences. Donc, on passe tout de suite sur des actions de mobilisation. Une action
concernant la mise sur pied d'un challenge CTF à Strasbourg. Alors, Strasbourg, pourquoi? Parce qu'il y en a déjà sur le territoire, finalement, quelque part, des exercices, enfin, en tout cas des activités de ce type. On a une activité de ce type à Reims. On a Cyberhumanomest, qui est un dispositif un peu particulier, mais qui est aussi dans ce registre-là à Nancy, qui prend vraiment de l'ampleur et qui est très rayonnant. Donc, on est vraiment dans cette dynamique d'essayer d'attirer les talents vers les métiers, vers nos métiers de la cybersécurité, de créer ce lien entre tous les organismes de formation et les utilisateurs, les employeurs de compétences en cybersécurité. L'EPITA nous propose de nous accueillir, on a identifié une date, et bien maintenant on a besoin de rentrer dans le bois dur, parce que si on souhaiterait mener cette action au cours du cyber en mois, et nous cherchons justement des volontaires pour construire ce CTF qui a déjà été dégrossi dans les très grandes lignes, mais et notamment avec un point particulier sur la construction du scénario. Voilà, et derrière, les équipes log, communication, mobilisation, gestion des concurrents. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir lancer très très vite et au cours de ce mois les invitations. On peut le faire en avance de phase, mais en tout cas, il faut qu'on constitue très vite l'équipe pilote de cette action. Donc voilà, là aussi, n'hésitez pas les volontaires à venir vers moi et on va revenir ensuite. Je vous ferai afficher tous les liens et toutes les adresses des pilotes pour que vous puissiez leur envoyer directement vos volontariats. On reviendra sur le process complet. Donc voilà pour cette action. Une dernière action. Christophe, je te laisse la main. Oui. La slide ne s'affiche pas, mais je vois le contenu. Enfin, j'ai une idée du contenu. Donc, il s'agissait de réfléchir à comment sensibiliser sur les salons qui peuvent exister sur nos territoires. On l'a vu tout à l'heure, on a présenté un peu ce qu'il allait se passer. Et donc, il s'agirait notamment dans des domaines comme l'industrie, ça peut être l'agriculture, la médecine, la santé de façon générale. Nous puissions faire bloc avec certains d'entre vous pour présenter sous toutes ses formes la cybersécurité, rappeler les enjeux, donner les explications sur les problématiques, éclairer, faire de la pédagogie. Et donc, on se propose de faire un premier test au salon BI 4.0 qui a lieu au mois de novembre à Mulhouse. Et puis ensuite, de voir comment ça peut fonctionner. Donc, à ce stade, c'est encore embryonnaire. Si certains sont intéressés à rejoindre le sujet, ils sont également les bienvenus. Et ensuite, on aura vocation à essayer de faire un livrable, un package qui peut se déplacer de salon en salon et qui fera connaître les enjeux et à nouveau les éléments clés sur ce sujet de cybersécurité. Alors, je passe sur comment ça va se fonctionner à l'appel à contribution. Donc, ce qui serait intéressant maintenant, c'est que chacun des pilotes adresse un mail à l'ensemble des membres de la communauté. Donc, ça peut passer par moi, puisque j'ai tout l'adressage collectif. Voilà. Mais ça peut être aussi des candidatures libres directement, d'où l'affichage des différents pilotes identifiés. Donc, pour ceux qui sont présents, n'hésitez pas à adresser. Normalement, les adresses doivent être bonnes. C'est les adresses de notre communauté, donc elles doivent être correctes. Donc, n'hésitez pas à adresser directement vos candidatures auprès des pilotes identifiés. Donc, selon. Vous pouvez le faire dès maintenant, et sinon il y aura dans tous les cas un mail de sollicitation adressé à toute la communauté pour toucher plus largement d'appel à candidature pour les différentes actions. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce que je passe à l'étape suivante où on va pouvoir échanger? Oui, c'est plus intéressant.
Alors, je vois qu'il y a une question. Il y a eu plusieurs questions et sujets et interactions sur les campus cyber qui, comme toujours, suscitent un grand intérêt et beaucoup de curiosité. Mais on a beaucoup plus d'informations que les fois précédentes. Alors, on y arrive, on arrive au temps d'échanges, questions-réponses avec la communauté. Alors, il y aura un petit temps de klaxoon, mais on peut démarrer déjà avec les questions qui ont été posées avant de passer au klaxoon et reprendre après s'il le faut. Donc, alors, je regarde les questions, je remonte, je vois la dernière, donc je vais remonter à l'envers, tant pis. Hein. Oui, l'idée est intéressante, par exemple, avoir des pôles d'expertise, pas d'excellence, car le terme commence à un peu dater. On peut imaginer un pôle d'expertise en forensique, là en virologie, l'autre, mais je pense que ce modèle peut supplanter. C'est pas une question, donc ça c'était une remarque, pardon. Alors, je remonte, pardon. Non, peut-être pour préciser, j'ai eu un échange avec Reza sur le donc en fait, il faut remonter, parce que Oui. voilà, il y a eu, J'étais pas au bon endroit. échange. Pardon. Assise, oui, nous en avons parlé. Cyberhumanomest, je n'avais pas les dates. Merci, Jean-Philippe. Bah, sinon, peut-être le plus simple, ce serait de vous donner la parole directement. Oui. Est-ce que quelqu'un a une question? Sophie, on t'écoute. Bonjour à tous. Bonjour Jean-Charles, merci. Alors, c'est une question un petit peu annexe, mais je profitais de la présence de chacun là, pour faire appel à vos connaissances à tous. J'ai rencontré une collectivité de la région qui a eu une visite d'un référent de l'ANSSI et un audit des gendarmes. Bon, alors du coup, j'ai pas eu beaucoup plus d'infos parce que c'est assez confidentiel. Mais la question que je me posais, c'est est-ce que c'est la commune qui a dû poser faire la demande ou est-ce que ça a été une démarche spontanée de l'ANSSI ou des gendarmes, selon vous? Vous avez eu connaissance d'autres démarches de ce type-là? Alors, je pense que l'ANSSI rencontre un petit peu tous les acteurs du territoire, donc il n'est pas exclu que le délégué régional de l'ANSSI passe auprès des communautés. Il est dans son rôle, hein, donc c'est pas très surprenant. La question de l'audit des gendarmes, je pense que les gendarmes ont développé un outil sous forme de questionnaire, il me semble, et je sais qu'ils le partagent auprès des petites structures et leur cible, c'était plutôt les communautés, mais un questionnaire de sensibilisation, prise de conscience de leur niveau de cybermaturité. J'en ai entendu parler, mais on ne l'a pas encore eu. Voilà. Alors, de ce que j'ai compris, hein, donc sous toute réserve, ils seraient venus dans la commune. Et là, en l'occurrence, ce n'est pas une communauté d'agglo, c'est une petite commune. Donc, je me suis demandé si effectivement ils allaient faire toutes les communes, ce qui serait très bien hein, pour sensibiliser, ou s'ils piochent, ou voilà, et ils ont eu l'occasion comme ça. C'était un peu l'objet de mon questionnement, en fait. C'est possible qu'ils aient sollicité. Hein. C'est possible qu'il y ait eu une demande. Après, ça passe par réseau. Hein. Ça peut être aussi. Effectivement, on a 5000 communes dans la région, donc je le confirme qu'ils ne passeront pas. Ils ne feront pas toutes les communes les uns derrière les autres. Après, c'est vrai que les gendarmes sont aussi organisés territorialement. Et ils commencent à avoir un vrai maillage pour ces questions et ils ont des missions. On leur a confié des missions de sensibilisation. Donc, ça fait aussi partie de leur mission. Donc, c'est pas forcément tout le monde. Objectivement, ce sera jamais tout le monde. On n'a pas les moyens, notamment au niveau des communes. C'est pour ça qu'effectivement, de temps en temps, on joue sur la communauté de communes, qui est quand même un niveau un peu supérieur. Ça permet de percer de 5000 à quelques centaines. Mais voilà. Mais il y aura pas un effet. Ce sera pas tout le monde sur le même. Voilà. Ce sera pas uniforme. Bon, honnêtement, aujourd'hui, les relations avec la gendarmerie sont vraiment excellentes. Hein, ça se passe vraiment très bien. Ils sont très présents sur le territoire. C'est eux qui maillent le mieux le territoire et surtout dans les zones rurales. Donc là, c'est plutôt une bonne nouvelle. Moi, je pourrais poser la question à mon correspondant parce que j'ai à peu près des correspondants à tous les niveaux. Donc, je pourrais savoir ce qu'il en est de ça. Mais en tout cas, moi, j'y vois pas. J'ai entendu parler de cet audit simplifié en questionnaire. Voilà, je vais voir s'il s'agit de ça, essayer d'en savoir plus. Mais je ne suis pas très inquiet. Voilà. Il y a tellement de gens à toucher. Pascal, tu voulais… Oui, mais pardon, là c'est le gendarme qui parle. Hein. Non, je voulais simplement abonder sur ce que tu viens de dire concernant la partie gendarmerie.
clairement, aujourd'hui, selon les brigades, il y a souvent un sous-officier qui est en charge du numérique. Et évidemment, selon sa motivation individuelle et aussi le temps dont les gendarmes disposent dans les brigades, eh bien, ils consacrent à l'entreprise locale qui est souvent un petit peu en amont ou alors le plus souvent auprès de la collectivité, eh bien, ils vont faire, dès lors qu'ils ont du temps, ils vont le consacrer à la collectivité pour pouvoir améliorer le niveau de sécurité. Et entre eux, ça explique, je l'imagine, ça c'est pour répondre à Sophie, hein, la présence de l'ANSSI, qui a évidemment vocation à être présente auprès de toutes les collectivités ou entreprises en France, c'est une autorité nationale. Eh bien, l'ANSSI a un certain nombre de dispositifs, notamment de scans automatisés, qui sont mis à disposition des collectivités locales, qui le souhaitent et qui en font la demande. Donc, il est probable que l'action conjointe ANSSI-Gendarmerie était due au fait qu'à un moment donné, l'ANSSI a été sollicitée pour mettre à disposition cet outil gratuit. Alors, le scan, c'est le même scan qui peut être un petit peu plus structuré si c'est un OIV ou un OSE, mais c'est le même scan Absolument. que celui qu'on propose. Ouais, merci, Voilà. merci pour ces précisions. Arnaud, tu voulais intervenir? Oui, je voulais répondre par rapport à ce que propose la gendarmerie, puisque je travaille énormément en sensibilisation avec l'adjudant Zenaro, qui se trouve être de la brigade cybersécurité dans les Ardennes. Donc effectivement, la gendarmerie propose des mini-diagnostics ou des pré-diagnostics, si vous préférez, assez simplifiés auprès des collectivités et également maintenant auprès des PME. Donc effectivement, c'est une proposition de la gendarmerie, c'est un mouvement national qui se fait. Après, certains départements sont plus en avance que d'autres. Il se trouve que dans les Ardennes, pour l'instant, c'est très dynamique. Et donc, effectivement, la gendarmerie propose ce genre de prestations. Enfin, prestations, sous-entendu, service. Merci. Et peut-être juste pour prêcher par ma paroisse, c'est toute l'idée du campus cyber aussi, que d'être capable d'articuler finalement ces différentes initiatives, effectivement d'éviter que, moi je dirais, si on a un pré-diagnostic qui permet de faire émerger un besoin, qu'on puisse derrière, en gros, que les gendarmes soient au courant de ce qui peut se passer derrière au niveau de la région ou de prestataires. Voilà, c'est quand même un des facteurs aussi clés du campus cyber, que d'être capable aussi d'agréger toute cette connaissance collective et d'être capable de la structurer pour qu'il puisse y avoir des réponses, on va dire, cohérentes et logiques. Pour éviter effectivement qu'on sensibilise quelqu'un mais qu'on n'aille pas plus loin, ça pourrait être un peu dommageable. Oui, c'est vraiment c'est la raison d'être au départ du campus cyber, c'est de coordonner, de mettre de la cohérence. Vous n'en avez pas parlé, mais je suis sûr que certains d'entre vous auraient pu parler du DIAG BPI aussi, qui a été mis en place. Voilà, donc il y a pas mal d'actions comme ça qui émergent. On n'en connaît pas toujours l'origine. En tout cas, ça ne me semble pas toujours très coordonné. Moi, je me réjouis en tout cas qu'il y ait plein de possibilités pour les différents acteurs du territoire. Mais effectivement, voilà, ça dilue un petit peu derrière notre connaissance des problématiques et notre réaction, l'efficacité de notre réaction collective. Mais en tout cas, c'est plutôt pas mal qu'on ait de l'offre sur les territoires. Ce que je vous propose là, c'est de passer au questionnaire Klaxoon. Le questionnaire Klaxoon, c'est pas pour faire jeu et moderne, c'est vraiment parce que on estime, voilà, il y a un an, on était 60 détectés dans la communauté. Aujourd'hui, on en a presque 120 détectés. Tout à l'heure, on a parlé des référencés, c'est autre chose, on va un peu plus loin. Mais donc, on aimerait bien avoir votre retour sur un certain nombre de sujets. Voilà, donc je vais mettre dans le chat le lien attendez, je ne vais pas vous foutre le bazar, le lien vers le Klaxoon. Voilà. Et j'aimerais bien que vous preniez un petit peu de temps pour amener qu'on bénéficie un petit peu de toute votre réflexion et de votre intelligence sur les différents sujets de cybersécurité. Donc il y en a deux. Voilà. On vous a présenté un certain nombre d'actions qui ont été réfléchies par l'équipe Cœur sur la base des premières
idées qui avaient été formulées il y a un an. Et maintenant, il s'agit de reposer la question à nouveau. Est-ce que vous avez, vous, d'autres idées? Puis ensuite, il y a les questions. Donc, il y a vraiment 2 questions, hein. Si vous ouvrez le klaxon, vous verrez, il y a 2 tableaux. Faites comme vous voulez, mettez autant de post-it que vous voulez, pas forcément quelque chose de long. Si vous voulez mettre votre nom pour qu'on vous appelle, si c'est pas clair, vous le faites. Enfin, faites comme vous le sentez. Voilà, sentez-vous libre. Mais ce qui est important, c'est de poser des idées. D'abord sur les actions, puis ensuite sur les différents sujets d'information qui pourraient vous intéresser. Donc, je vous ai parlé de Nice 2. On en a parlé avec l'équipe Cœur et on envisage de faire une séance vraiment de sensibilisation. On voulait le faire aujourd'hui, mais on s'est dit que ça va être trop court, ça nécessite un peu plus de temps, mais on pense notamment à faire intervenir Cécile Doutrio, que certains d'entre vous connaissent et qui a travaillé ce sujet déjà dans le cadre du CLUSIR, donc pour qu'elle nous délivre un petit peu sa vision, hein, des conséquences de Nice 2. Il y a un sujet d'assurance cybersécurité, ce sont 2 exemples, mais il y en a peut-être d'autres. Donc, écoutez, je dirais, je vous livre 10 minutes là pour chacun d'entre vous pour vous livrer voilà, exprimez-vous, dites sur ces 2 sujets. Si vous ouvrez le klaxon, je vais l'ouvrir, donc comme ça, on parlera tous de la même chose. Et vous verrez qu'il y a il y a 2 cadres qui sont posés, voilà. Petit rappel sur le plan régional, s'il y avait besoin, c'est le cadre général, le plan régional de cybersécurité dans lequel on travaille. Et vous avez le rappel des 2 questions. Mais écoutez, on a 10 minutes. Allez-y, exprimez-vous, écrivez ce que vous aimeriez voir, ce à quoi vous pensez. Il n'y a pas de mauvaise idée. Voilà. Donc, sentez-vous libre. On a besoin de l'intelligence collective. Le résultat sera ce que collectivement, pardon, on fera des propositions de chacun, des idées de chacun.
laisse encore 4 minutes. C'est intéressant. Ça va déraper, je sens. C'est la fin de la journée. C'est marrant, je crois que j'identifie le responsable. J'espère que tu vois pas qui met quoi. Hein. Mais j'aurais pu l'écrire avec Nancy, avec Mulhouse, avec Strasbourg, avec voilà. Mais j'ai un petit faible pour 3. En tout cas, merci, c'était vraiment intéressant, hein, et je pense qu'on essaiera de. Je vais laisser encore ouvert quelques instants, hein, mais on essaiera de faire peut-être cet exercice régulièrement avec l'ensemble de la communauté. C'est important, et sous des formes d'ailleurs, je suis très à l'écoute, hein, sous toutes les formes qui pourraient vous venir à l'idée, peut-être en posant des questions plus précises aussi. Mais c'est intéressant il n'y a rien de mieux que l'intelligence collective, hein, et, enfin, en tout cas que l'intelligence de chacun qui sert le travail collectif. C'est très bien. Si. Est-ce que je peux solliciter, parce que la partie à gauche m'intéresse fortement, c'est la droite aussi, de ce que j'ai regardé rapidement, s'il y en a qui ont des idées sur la partie innovation, je suis preneur. Parce on l'a dit que ce serait traité, mais et je pense qu'on l'a vu, effectivement, il y a des éléments divergents, mais c'est une partie qui n'est pas la plus simple à mettre en œuvre et sur lesquelles on sera évidemment challengé. Donc, s'il y a des idées en matière d'innovation, nous sommes preneurs. Je vois, Jean-Charles, qu'il y a beaucoup de choses sur la partie sensibilisation. Voilà, c'est pour ça que j'essaye aussi d'orienter le débat. Non, mais la sensibilisation, sur la minute qui reste, bien sûr. On est bien d'accord, hein, la sensibilisation c'est un levier fort. Vraiment c'est un levier fort. C'est un levier fort et un puissant fond. Hein, oui, aussi. Tout à l'heure, je vous ai montré les bénéficiaires du campus cyber, de Grand Est cybersécurité, mais finalement, vous imaginez que c'est encore pire en termes d'utilisateurs sur le territoire, intéressés et qui ont besoin d'être accompagnés. Donc là, pour le coup, c'est encore plus large. Le champ est plus large. Donc évidemment, oui, c'est un puissant fond. Hein. Moi, je ne peux que
recommander à chacun de s'investir là-dedans. Et pour l'exemple de Grand Est Cybersécurité, comme je le dis, on n'a refusé aucune demande. Au contraire, on est plutôt proactif. Alors, ce qui est intéressant, en revanche, vous voyez, au filtre de Grand Est Cybersécurité, on arrive à voir quels sont les territoires qui nous connaissent et qui nous sollicitent. Donc, évidemment, on va porter un effort sur ceux à partir desquels on n'a pas de sollicitation, pour essayer de marquer notre présence, puis de voir si c'est lié à ça ou si c'est tout simplement parce qu'ils sont meilleurs que les autres. Alors, soit ils sont tellement urbains qu'ils n'ont pas encore de système d'information, soit ils sont super bons en cybermaturité, ce qui m'étonnerait. Et d'ailleurs, pour rassurer sur ce que tu disais tout à l'heure, Franck, sur les failles, des failles, il y en a toujours. Il y en a toujours. Un système d'information, ça vit, les menaces, ça vit, donc il y a tout le temps des failles. Donc, par rapport à ce point que tu faisais sur le diagnostic de cybersécurité, donc c'est pas très surprenant, quoi. Voilà, donc. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi des actions très opérationnelles et des très bonnes idées. Je pense à celle de la sensibilisation des lycéens au moment de la remise des ordinateurs. C'est pas compliqué. Enfin, a priori, c'est pas compliqué à faire, mais c'est une vraie bonne idée pour toucher un public. Oui, des actions dans lesquelles on peut s'investir et créer ce lien aussi. Mais créer ce lien, c'est tout à fait cohérent qu'on soit dedans. Donc, je suis tout à fait d'accord avec ça. Franchement, merci beaucoup. Je laisse ouvert, donc vous pouvez continuer si vous voulez en même temps ce travail sur Klaxoon. Je ne le laisserai pas ouvert tout le temps parce que je ne voudrais pas que tout disparaisse après. Voilà, donc je ferai attention. Néanmoins, là maintenant, par rapport à la séance d'aujourd'hui, est-ce que vous avez des questions complémentaires? Est-ce qu'il y a des points particuliers en complément des quelques questions tout à l'heure? Est-ce que ce travail sur Klaxoon a amené d'autres questions sur d'autres sujets qui n'ont rien à voir avec les deux questions posées dans le Klaxoon? Mais Sophie. Et on n'a pas beaucoup de femmes, mais elles sont actives et on s'en réjouit. Vas-y. On t'entend pas, tu as ton micro qui est coupé. Ouais, voilà, je voulais être sage, merci. Oui. Vous aviez communiqué, enfin la région avait communiqué au moment du lancement du Diag Cyber l'automne dernier de mémoire, l'hiver dernier, pour avoir rencontré des organisations de tailles diverses et variées dans la région récemment. Il y en a encore beaucoup qui ne sont pas au courant du dispositif de la région, du Diag Cyber. Alors, ça fait partie de notre rôle, quand on va les voir, de leur en parler, et on le fait avec plaisir. Mais comme effectivement, il faut attendre que soit on prospecte, sinon il n'y a pas de demande entrante, est-ce que vous pourriez envisager de refaire un plan de communication pour en reparler et que ça ne s'oublie pas, quoi, peut-être, non ? Alors, on essaye. Après, effectivement, j'ai un peu le même souci que ce qu'évoquait Jean-Charles, qui est que, en gros, maintenant, je suis sur plusieurs centaines de milliers de bénéficiaires potentiels. Ce qui veut dire qu'en termes de campagne d'information, là, je commence à aborder des enjeux. Donc, on le fait naturellement sur les outils qu'on a. Après, des grandes campagnes de communication, clairement, ça devient compliqué pour nous. Donc, on passe par, on va dire, des opérateurs, des réseaux de prescripteurs intermédiaires. Il faut qu'on multiplie encore, clairement. Je pense que le campus cyber va nous servir à ça aussi, c'est-à-dire de faire venir à nous finalement l'ensemble des prescripteurs que parfois on a du mal, nous, à mobiliser, à joindre, pour que finalement on puisse de temps en temps parler la même langue et se mettre tous d'accord à la limite pour transmettre le même message au même moment. Mais clairement, effectivement, pour moi, il y a deux enjeux en ce moment en termes de com. Il y a le Diag en termes de prévention et il y a le numéro de téléphone de Jean-Charles. D'ailleurs, je vais donner son 06, ce sera peut-être plus simple, je trouve. Ça résoudrait pas mal de choses. Non, mais voilà, effectivement, on a ces deux gros enjeux-là qui touchent à peu près globalement les mêmes cibles. Mais effectivement, on est sur un niveau où même en termes de politique publique, on a rarement autant de gens à toucher. Pour nous, c'est un peu une vraie nouveauté et effectivement, on ne sait pas trop comment faire, sauf moi, ce que j'aille demander quelques centaines de milliers d'euros et je ne le fais pas parce que je connais déjà la réponse. Donc, c'est pour l'instant, effectivement, c'est un de nos enjeux, c'est comment arriver effectivement à toucher, à démultiplier, surtout qu'on sait qu'il faut le faire tout le temps.
C'est-à-dire que c'est une campagne qui est permanente quasiment. Donc, voilà, on essaye de trouver des choses qui permettent de faire dans un cadre budgétaire qui est quand même relativement contraint, mais voilà, on va jouer le collectif pour ça aussi. Oui, parce que je regardais, il y avait la proposition de lancer une campagne de phishing sur les collectivités. Alors moi aussi, j'aimerais bien lancer un peu de hacking sur les clients pour qu'ils aient conscience de certaines choses, mais mon équipe me dit que c'est pas bien, donc on fait pas. Mais le phishing, moi j'avais été sollicité par une CCI que je citerai pas par correction, pour nous demander si on pouvait lancer une campagne de phishing, et je leur ai quand même rappelé que les bases de données des contacts des collectivités n'étaient pas prévues pour récupérer du phishing, et que les collectivités ou même les entreprises pourraient peut-être mal réagir à être en défaut face à ça. Mais c'est vrai qu'il y a toujours un vrai souci de prise de conscience des organisations qui disent oui, non, mais nous, on n'est pas dans la cible. Moi, je l'entends, mais tout le temps. Non, mais nous, on risque rien, et puis on a mis un antivirus, ça suffit, quoi. Alors, c'est intéressant, je vois post sponsorisé sur LinkedIn. Je vais être cash, moi, sur LinkedIn. On intervient très régulièrement sur LinkedIn, on fait énormément de posts, mais LinkedIn, on touche toujours la même population. Très honnêtement, toutes nos cibles, ça nécessite un travail beaucoup plus fin. C'est le travail qu'on est en train de faire avec Grand Est Cybersécurité, mais qui pourra peut-être nous être utile justement pour la communauté. C'est pour ça que j'ai rajouté d'ailleurs une action plan de com de la communauté. C'est un sujet, finalement. On regarde, c'est peut-être un sujet à travailler en relation étroite avec la région, incontestablement. Mais je pense que là, il y a vraiment un travail sur les réseaux. C'est quoi les réseaux qui peuvent nous amener à toucher tous les gens, tous les bénéficiaires potentiels? Et LinkedIn, c'est pas un réseau qui touche tout le monde. C'est comme ça, c'est un fait. Donc c'est pas si net que ça. Quelle forme on utilise pour communiquer? Vidéo, affiche, interview, podcast, post, enfin bref, il y a un champ très très large de possibilités. Voilà, donc quel message on passe? Donc il y a tout un travail à faire. On va faire ce travail, on est en train de faire ce travail pour Grand Est Cybersécurité. Il y aura sans doute des enseignements intéressants pour la communauté, mais c'est un vrai sujet. C'est pour ça que je dis, avec Franck, on avait dit on va toucher tous les réseaux de la région. C'est pas si évident que ça. Et puis, je vais vous donner un autre exemple. Pareil, l'expérience de Grand Est Cybersécurité. J'ai adressé un mail au MEDEF Grand Est, un mail au président des maires de la région Grand Est. Tout le monde m'a dit oui, c'est super, on va revenir vers vous. Personne n'est revenu, donc il va falloir que je fasse un kidnapping à la sortie des bureaux du MEDEF ou la première réunion des maires de la région Grand Est pour être sûr d'avoir quelqu'un qui me répond. Mais voilà, donc c'est pas si évident que ça, quoi. Il faut y aller, il faut repousser les manches. C'est pas légal non plus, le kidnapping, Jean-Charles. C'est comme le phishing. Non, on va faire ça bien avec une bouteille de crément à côté en souplesse. Écoutez, en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre participation. On a un tantinet débordé, mais c'est pas grave. Merci pour vos contributions au Klaxoon. Merci, s'il vous plaît, et je vous ferai un message collectif, c'est peut-être concernant les réponses, enfin les candidatures pour les actions. S'il vous plaît, faites-vous connaître auprès des pilotes identifiés. Donc, je verrai dans quelle mesure je vais mettre fin à l'enregistrement, et je vais mettre tout ça à la disposition, à la fois le support et l'enregistrement avec via notre service de com. Voilà. Donc, en tout cas, un grand merci pour votre présence et pour vos contributions et cet échange constructif. Christophe, est-ce que tu veux dire le mot de la fin, ou Isabelle, je ne la vois plus, je ne sais pas si elle est encore là. Mais en tout cas, Christophe, il te revient le dernier mot. Merci Jean-Charles, et puis des très beaux messages. Je pense que visiblement vous avez apprécié cet échange. Donc ça, c'est le point essentiel pour nous, c'est que ça sert à quelque chose. Et donc rejoignez-nous, surtout n'hésitez pas. Et à très bientôt. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci à tous. Au revoir.